Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV ce soir. Un an après l'avènement de la 4e République, la Commission électorale nationale indépendante de la transition, ou CENIT, poursuit sa mission. Elle se chargera de la prorogation de la CENIT promulguée ce jour. La proposition de loi sur la mise en place du cours électoral indépendant, ou CEI, elle ne fait donc pas partie de l'ordre du jour de la session extraordinaire. 3 propositions de loi passeront devant le Parlement, d'après le Conseil du gouvernement. Aujourd'hui, reportage. Le Conseil du gouvernement de ce jour a tranché les propositions de loi portant sur le statut particulier d'Antananarivo, Sainte-Marie et Nouspé, la mise en place de nouvelles communes et la mise en place du Sénat seront à l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire. D'après Rakoutenarive Thierry, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le gouvernement est le seul habilité à fixer l'ordre du jour des sessions de l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur la mise en place de la Cour électorale indépendante déposée par les 5 partis politiques attendra donc les prochaines sessions du Parlement. Présentée aux membres de l'exécutif le 26 décembre dernier, le gouvernement avait pourtant le temps nécessaire pour étudier ces textes. Le délai de 30 jours requis ne dépasse pas la date d'organisation de la session à Tsimbazaz. Concernant les communales, le décret de prorogation de la CENIT a été promulgué aujourd'hui. Cet organe se chargera de l'organisation des élections. La mission de la CENIT aurait dû pourtant se terminer dès le 25 janvier 2014, date de la prise de pouvoir de Radzonar Mapian, si l'on se réfère à l'article 32 de la loi 2012-004 du 1er février 2012. D'après Atala Béatrice, il serait impossible d'organiser les élections au mois de juillet prochain si la CENIT est dissoute. 6 mois avant la tenue des communales, la CENIT se dit prête pour leur organisation. Et aussi parce que, comme nous savons, à partir du 3 mars, c'est la convocation des électeurs. Donc, c'est les dépôts de candidature. Donc, à partir de là, il va y avoir des formations aussi pour nos démembrements auprès de chaque province de Madagascar. Et la CENIT va entamer des missions de préparation logistique auprès de chaque province de Madagascar, parce que le traitement des résultats et la publication des résultats vont se faire dans chaque province de Madagascar. Donc tout ceci a été déjà bien organisé, bien avancé dans nos programmes qu'on a vus ensemble mardi dernier. Une enveloppe de 29 milliards d'ariars sera destinée pour l'organisation des communales. L'Assemblée nationale aura jusqu'au 10 février prochain pour l'adoption de la proposition de loi sur le statut particulier d'Antananarivo, Sainte-Marie et Nouspé. Le Conseil des ministres de ce jour a entériné la date du 17 juillet prochain pour les communales. 50 à 70 nouvelles communes seraient créées d'après les estimations. La société chinoise Skymarks Madagascar, sise au sud-ouest de Madagascar, est identifiée comme responsable de l'exportation illicite des 170 tortues saisies à Roissy, affirme ce jour le directeur général des forêts, Ndjemana Nourfidi. Le ministère de l'Environnement a déposé une plainte, mais voilà, jusqu'ici, le rapatriement de ces reptiles comporte des inconnus. Les 155 tortues restantes sont actuellement mises en quarantaine. Une négociation entre le ministère et l'organe de gestion CITES en France se déroule actuellement. Michel Aranaradzon. Skymarks Madagascar, société chinoise, est le responsable de l'exportation illicite de tortues à l'aéroport de Roissy, affirme ce jour le directeur général des forêts, Ndjemana Nourfidi. Les responsables au sein de cette société n'ont pas nié les faits, ajoute-t-il. Une plainte a été déposée à leur encontre. Les 170 tortues ont été saisies à l'aéroport de Roissy le 29 décembre dernier. 15 d'entre elles ont succombé aux conditions particulièrement inadaptées de leur transport. Les 155 restantes sont actuellement mises en quarantaine. Jusqu'ici, la date de leur rapatriement reste inconnue. Le financement du rapatriement reste un problème qui en sera chargé. La plainte déposée contre la société Skymarks reste en suspens.
Cette dernière devrait pourtant s'occuper de toutes les dépenses pour le rapatriement. Il est cependant clair que le territoire malgache est une véritable passoire. Aucune mesure ni structure de prévention et de protection des animaux de Madagascar n'est mise en place. Berid, le président du comité des jeunes universitaires d'Ankatsu, est sous mandat de dépôt à Tiafa. L'atteinte à la sûreté de l'État est le chef d'inculpation retenu contre lui, selon le colonel Florence Rakutman, commandant de la CIRGN d'Analamangue. Il a été auditionné devant le parquet ce matin. Reportage. Le campus universitaire sera en effervescence demain. Les étudiants proches de Berid menacent de tenir une manifestation. Ils s'insurgent contre l'emprisonnement de Berid. Après son audition auprès du parquet, il a été transféré à la maison de force de Tiafa. Son procès est prévu jeudi. Son audition a duré 3 heures, de 11h30 vers 15h30. Les étudiants d'Akatsu, partisans de Berid, ont brandi à nous des banderoles exigeant sa libération. D'après le colonel Florence Rakutman, commandant du CRGN d'Antananarivo, son arrestation n'a rien à voir avec les manifestations estudiantines à Akatsu. L'atteinte à la sûreté de l'État est la principale charge retenue contre lui. Des preuves matérielles sont entre les mains des forces de l'ordre. Le numéro de téléphone d'un bandit notoire a été retrouvé dans son téléphone. Le commandant du CRJN a infirmé les informations véhiculées hier, affirmant que les forces de l'ordre ne détenaient pas d'un mandat d'amener lors de l'arrestation de Berid à son domicile. Deux colonels seraient également impliqués dans cette affaire, selon des sources proches du dossier. Dans l'actualité également, il n'y a pas de risque d'inondation, confirme l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo ou Apipa. Pourtant, la ville d'Antananarivo plonge tous les jours sous les eaux. Les constructions illicites ne font que renforcer le problème. Hilda Asunzo. À Tsaramasai, une vingtaine de maisons croulent sous les eaux après les pluies. Les meubles sont hissés sur les lits et les tables. Les propriétaires ont de l'eau jusqu'aux chevilles pendant des jours entiers. Pour cause, une construction illicite a bouché le canal d'évacuation. Cette situation dure depuis 3 mois. Un habitant du quartier explique que cela fait 1 semaine que sa maison est inondée. Son enfant en est même tombé malade. La même situation à Anoussi. À 11h ce matin, les eaux arrivent encore aux chevilles des passants. Il faut curer les canaux pour que le niveau baisse. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit il faut enlever les chaussures, soit donner un peu d'argent aux jeunes qui se proposent de porter les gens sur leur dos. Les marchands des alentours se plaignent. La situation joue en défaveur de leur business. De leur côté, les employés du SAMVA rejettent la faute aux restaurateurs du coin. Ils jetteraient dans les égouts les déchets ménagers. Malgré l'inquiétude générale de la population, la plupart assurent qu'il n'y a pas de risque d'inondation. Les stations de pompage arrivent encore à évacuer les eaux de la plaine d'Antananarivo. Actuellement, les bas quartiers sont très vulnérables à la montée des eaux. Mamas, Ampeflou, Anous, Bessaret, 67 hectares notamment, sont sous les eaux à chaque averse. Le directeur général de la PIPA, Philippe Ratelson, explique la hauteur des eaux dans les rivières de Sisson et d'Ikyup est due à la forte pluviométrie dans les périphéries. Et en bref, l'Ordre des journalistes de Madagascar condamne l'attentat à Charlie Hebdo. Un tel acte entrave la liberté de la presse, selon le président de l'Ordre des journalistes. D'après Ange Patrick, caricaturiste, malgré la divergence d'idées sur les images diffusées, la mort des 12 personnes hier est injuste. Et voilà, on passe aux actualités internationales. Ils sont devenus en quelques heures les suspects les plus recherchés en France. Cherif et Saïd Kouachi, 2 Français, sont soupçonnés d'être les auteurs de la fusillade à Charlie Hebdo qui a fait 12 morts hier. Ils ont été localisés ce jeudi dans l'Aisne. C'est un reportage de France 24. Leur portrait est diffusé massivement. Cherif et Saïd Kouachi, 2 frères, nés à Paris dans le 10e arrondissement.
Dans un appel à témoins, la police précise qu'ils sont susceptibles d'être armés et dangereux. Les deux hommes ont été confondus par la carte d'identité de l'aîné Saïd, 34 ans, retrouvé dans la Citroën C3, abandonnée rue de Meaux, dans le nord-est de la capitale, dans leur fuite. Ils sont ensuite repérés à Pantin, sur les images d'une caméra de vidéosurveillance. C'est là que les enquêteurs perdent toute trace. Selon le Premier ministre, les deux hommes étaient connus des services de police. Ces individus étaient connus des services. Et parce qu'ils étaient connus des services, ils ont été évidemment suivis. Chérif, 32 ans, le plus jeune des deux frères, est aussi le plus connu. En 2005, il est arrêté, soupçonné de vouloir se rendre en Irak et de faire partie du groupe baptisé la filière du 19e arrondissement ou des buttes Chaumont. À l'époque, il se fait appeler Abou Hissène. En 2008, il est jugé et condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. 2 ans plus tard, la sous-direction antiterroriste le soupçonne de fomenter avec d'anciens complices des buttes Chaumont l'évasion de Smaïn Haït Ali Belkacem, condamné en 2002 à la réclusion perpétuelle pour avoir commis l'attentat à la station RER du musée d'Orsay en 1995. Chérif Kouachi retourne alors en prison, mais il est vite libéré faute de preuves. Il cherche ensuite à se faire oublier. Il aurait séjourné dans cet appartement de Reims, perquisitionné dans la nuit par la police. Il reste fiché en France par la direction du renseignement intérieur, mais aussi aux États-Unis, où le FBI participe à l'enquête française. Et nous n'allons pas nous écarter du sujet. Les journaux du monde entier ont tenu à rendre hommage à Charlie Hebdo et à dénoncer l'attaque contre l'hebdomadaire satirique et la liberté d'expression qu'il représente, du Washington Post américain au Guardian britannique ou encore le quotidien espagnol El País. Les médias de tous les continents se sont retrouvés autour de la défense de valeurs communes. C'est un reportage toujours de France 24. Plumes, feutres, stylos se sont élevés contre la barbarie au cours des dernières 24 heures, comme l'illustre ce dessin de l'américain Rob Torno. En France d'abord, des hommages douloureux de confrères proches. Ce dessin est de Plantu pour le journal Le Monde. Selon lui, l'indignation est universelle. On reçoit des milliers de dessins depuis 11 heures au journal Le Monde parce que des dessinateurs, des chrétiens, des musulmans, des juifs, ils sont scandalisés, ils sont en colère et ils tiennent à le raconter quand on est en colère. On prend un truc, ça s'appelle un feutre, on décapsule et on fait un dessin. Le graffeur Banksy appelle aussi à prendre ses armes d'un autre genre, comme un pied de nez aux extrémistes, voire un doigt d'honneur pour Dave Brown. Dans la rédaction de ce journal satirique allemand, le mot d'ordre est le même, continuer et continuer toujours plus fort. La satire ne doit pas faiblir parce que certaines personnes tirent dans tous les sens. Cet acte barbare n'a pas sa place dans notre monde civilisé. Et ces individus doivent être combattus avec plus de satire encore et de manière encore plus forte. Même message devant l'ambassade de France à Buenos Aires. Si vous pensez que c'est une attaque contre la liberté d'expression, alors vous devez continuer de vous exprimer encore plus. Ils croyaient s'en prendre à des dessinateurs. Aujourd'hui, c'est aussi sur l'islam qu'ils ont fait feu. Johan Sfar s'est contenté d'une phrase. Même message chez le Brésilien Carlos Latuf. En s'attaquant à Charlie Hebdo au nom de l'islam, les assaillants se sont tirés une balle dans le pied. Et puis l'heure est au rappel des grands points développés dans ce journal. 1 an après l'avènement de la 4e République, la Commission électorale nationale indépendante de la transition au Zénith poursuit donc sa mission. Elle se chargera de l'organisation des communales d'après le décret de prorogation de la Zénith promulgué ce jour. Et aussi, il n'y a pas de risque donc, pour l'inondation, confirme l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo ou à Pipa. Pourtant, la ville d'Antananarivo plonge tous les jours sous les eaux et les constructions illicites ne font que renforcer le problème. Et enfin, la société chinoise Skymarks Madagascar, sise au sud-ouest de Madagascar, a été identifiée comme responsable de l'exportation illicite des 170 tortues saisies à Roissy. C'est ce qu'a affirmé ce jour le directeur général des forêts, N'Djamena Ndourfid. Le ministère de l'Environnement a déposé une plainte. Et n'oubliez pas que ce journal est visible sur notre site tv.cool.mg. Mais dans un instant, votre série Perception et des films James Bond
contre Dr No et James Bond aussi plus tard dans la soirée, Bon baiser de Russie. Voilà donc pour ce point de l'actualité. À toutes et à tous, merci d'avoir choisi le journal de Cool TV. Passez d'excellentes soirées. Au revoir.